Le respect ne se crie pas, il s'impose en silence. Celui qui a besoin de hausser la voix a déjà perdu son autorité avant même d'ouvrir la bouche. La véritable force ne se mesure pas en décibels, mais dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté avec laquelle tu poses une limite et dans la cohérence avec laquelle tu vis chaque mot que tu dis. Dans la vie quotidienne, nous voyons beaucoup de gens qui confondent le respect avec la peur. Ils intimident, s'énervent, élèvent la voix pour feindre la domination, mais en réalité, ils ne révèlent que leur insécurité. Le respect authentique ne naît pas de la peur que tu génères chez les autres, mais de la sécurité que tu transmets de l'intérieur. Personne ne suit celui qui crie par désespoir, mais tout le monde écoute celui qui garde le silence avec fermeté. Cette vidéo ne cherche pas à te donner des formules creuses, mais à te montrer comment l'autocontrôle, la discipline et la cohérence deviennent des armes invisibles qui transforment ta présence. Ici, tu apprendras que le silence peut être ta meilleure réponse, que le calme désarme plus que la colère et que les limites claires n'ont pas besoin d'explication. Ce sont 8 leçons que tu peux appliquer dans n'importe quelle situation réelle, au travail, à la maison, dans la rue, avec des inconnus ou avec les personnes les plus proches. 8 attitudes qui feront que tu n'auras pas à exiger le respect parce que tu le provoques naturellement. Reste, car à la fin tu comprendras que la voix la plus forte est celle qui n'a pas besoin de s'élever. 1. Transforme le silence en votre meilleure réponse. Le silence est comme un mur invisible, on ne le voit pas, mais il arrête toute attaque. Pensez à une rivière qui coule avec force. Plus vous lui lancez de pierres, plus elle fait de bruit. Mais quand l'eau se calme, le reflet devient si clair que même l'agresseur est confronté à sa propre image. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque vous l'utilisez intelligemment, non pas comme une évasion, mais comme une stratégie. La plupart des gens pensent que s'imposer signifie parler plus fort, répondre rapidement ou avoir le dernier mot. Cependant, lorsque quelqu'un attaque et que vous répondez avec calme et silence, vous accomplissez quelque chose qui désarme. L'autre personne est exposée à son propre bruit. Éviter de réagir immédiatement est un art qui nécessite de la discipline. Lorsque quelqu'un vous provoque avec une critique injuste ou un commentaire blessant, la première chose qui naît est l'impulsion de vous défendre. Cette impulsion est naturelle, mais si vous la suivez, vous entrez sur le terrain de l'autre, et c'est là que vous perdez le contrôle. Le conseil pratique est de vous arrêter 3 secondes avant de parler, de respirer et de vous demander « Vaut-il la peine de répondre maintenant ?» Un autre aspect important est de comprendre que le silence n'est pas soumission. Il ne s'agit pas de se taire parce que vous n'avez rien à dire, mais de montrer que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne vous apporte rien. Une façon de le pratiquer est de choisir consciemment quand parler dans les discussions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un vous accuse sans raison au travail, votre première réaction peut être de vouloir vous justifier. Au lieu de cela, essayez de rester silencieux, de soutenir le regard et d'attendre. Souvent, le silence fait réaliser à l'autre l'absurdité de sa position. Et si ce n'est pas le cas, votre sérénité montrera que vous n'êtes pas sur la défensive, ce qui génère immédiatement du respect. Le silence est également utile dans les situations sociales où quelqu'un cherche à vous provoquer devant les autres. Une moquerie, une ironie ou un commentaire sarcastique peuvent être désactivés sans que vous disiez un mot. Votre attitude calme, un léger sourire ou simplement le fait de ne pas réagir montre que vous êtes au-dessus de ce jeu. Celui qui vous observe comprend que vous n'avez rien à prouver. Ce contrôle communique plus que toute réplique agressive. Pour pratiquer cette compétence, un conseil est de s'entraîner à l'écoute active. Au lieu de penser à comment répondre rapidement, concentrez-vous sur l'écoute de l'autre en totalité. En faisant cela, vous gagnez non seulement du temps pour réfléchir, mais vous transmettez aussi que vous valorisez plus votre équilibre qu'une confrontation inutile. Et quand vous parlez enfin, votre voix sonne plus ferme, plus claire et beaucoup plus percutante que celle de celui qui n'a pas cessé de crier. Une autre façon d'utiliser le silence à votre avantage est dans les conversations où vous sentez qu'on veut vous manipuler.
Face à des questions malveillantes ou des jugements déguisés en préoccupation, le silence peut être la réponse la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de longues explications, ni de vous justifier, car chaque justification est un terrain que l'autre utilisera pour vous épuiser. Le silence, en revanche, est un bouclier. En fin de compte, transformer le silence en votre meilleure réponse signifie comprendre que tout ne mérite pas votre voix. Cela signifie apprendre à mesurer quelles batailles sont dignes de mots et lesquelles sont gagnées par le calme de ne pas réagir. Lorsque vous l'appliquez, non seulement vous évitez de tomber dans des pièges émotionnels, mais vous vous placez également dans une position de domination. L'autorité réelle ne s'entend pas dans les cris, elle se perçoit dans la sérénité de quelqu'un qui sait quand parler et quand ne pas le faire. Et c'est là que réside la leçon. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la scène. 2. Reste calme et réponds avec dignité. Un volcan ne perd pas de respect parce qu'il est silencieux. Au contraire, son calme impose davantage que n'importe quelle explosion. Chacun sait que, s'il venait à s'éveiller, sa force serait irrésistible, et cette certitude suffit pour que personne ne le sous-estime. Ainsi en est-il du calme au cœur de la confrontation. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la maîtrise absolue de soi. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer dans l'espoir de te faire perdre ton équilibre, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de rester ferme, de parler avec sérénité et de montrer que rien ni personne n'a le pouvoir de t'arracher à ton centre. La plupart des gens tombent dans le piège de répondre avec colère lorsqu'ils sont attaqués, croyant ainsi se défendre. En réalité, chaque fois que tu élèves la voix, tu prouves que l'autre a réussi à t'atteindre. Ce n'est pas de l'autorité, c'est une réaction. Le véritable respect se gagne lorsque tu parviens à garder ton calme au moment même où tous s'attendent à te voir exploser. Cet instant détermine si les autres te perçoivent comme une personne forte et fiable ou comme quelqu'un dominé par son impulsivité. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, tu dois apprendre à reconnaître les signaux de ton propre corps. Quand tu sens la colère monter, que ton cœur bat plus vite ou que ta voix tremble, c'est le signe qu'il faut t'arrêter. Respire profondément et rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Une technique utile consiste à baisser le ton de ta voix au lieu de l'élever. Lorsque tu parles plus lentement et plus doucement, tu obliges l'autre à t'écouter attentivement et tu transmets que tu n'es ni pressé ni anxieux. Ce calme devient un message silencieux de maîtrise. Un autre conseil pratique est de changer la façon dont tu interprètes la situation. Si quelqu'un te provoque, au lieu de le voir comme une attaque personnelle, considère-le comme une épreuve de ton self-control. Transforme la confrontation en entraînement. Chaque fois que tu réponds sans perdre ton calme, tu renforces ta capacité de leadership et tu bâtis un respect qui ne s'obtient pas avec des cris. Celui qui conserve sa dignité, même lorsqu'on tente de l'humilier, projette une assurance qu'il est impossible de feindre. La dignité se trouve aussi dans la manière de tes paroles. Tu n'as pas besoin d'insulter ni de dénigrer, il suffit d'être direct et clair. Si quelqu'un t'accuse injustement, réponds avec des faits, non avec des émotions. Si quelqu'un essaie de te manipuler par l'ironie, réponds par une phrase courte et ferme qui ferme la porte à son intention sans entrer dans son jeu. L'essentiel est que ta réponse montre clairement que tu n'es pas une personne qu'on peut entraîner à sa guise. Dans un cadre professionnel, par exemple, garder son calme te distingue des autres. Imagine une réunion où quelqu'un te contredit avec une mauvaise intention. Si tu élèves la voix, tu perds en crédibilité. Mais si tu gardes le contrôle, que tu regardes l'autre avec sérénité et que tu réponds avec des arguments solides, tous verront qui détient réellement l'autorité. Cette dignité dans ton attitude sera retenue bien plus que n'importe quel mot hautain. Il est également important de ne pas confondre calme et indifférence. Il ne s'agit pas de tout supporter sans rien dire, mais de répondre sans perdre ton équilibre. La différence réside dans le fait que ta réponse naît de la raison et non de l'émotion. Exerce-toi lors de conversations difficiles avec des proches. Si quelqu'un te reproche quelque chose sur un ton élevé, ne l'imite pas. Écoute, garde une voix ferme et réponds avec clarté.
Ce contraste met en évidence qui a réellement le contrôle de soi. En définitive, rester calme et répondre avec dignité, c'est montrer que rien d'extérieur ne détermine ta réaction. Ton pouvoir réside dans le fait que tu choisis comment répondre et que tu ne cèdes jamais cette décision à autrui. 3. Désarme avec des questions qui révèlent la vérité. Une lampe de poche dans l'obscurité n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer, elle éclaire simplement et expose ce qui était caché. C'est ainsi que fonctionnent les questions lorsque quelqu'un essaie de te manipuler ou de s'imposer sur toi. Au lieu de répondre avec colère ou de te justifier, il suffit de poser la bonne question et soudain, le scénario change. L'autre est obligé de se regarder à la lumière qu'il n'attendait pas. Il n'y a pas de défense plus puissante que de forcer quelqu'un à expliquer sa propre contradiction. Les discussions ont tendance à s'en mêler parce que les deux parties cherchent à avoir le dernier mot. L'un accuse, l'autre répond, et ainsi la tension monte sans contrôle. Mais lorsque tu décides de répondre par une question, tu brises ce cycle immédiatement. Tu n'entres pas dans le jeu de l'affrontement, mais tu transformes la conversation en un miroir où l'autre se voit lui-même. Et le plus intéressant, c'est que tu y parviens sans élever la voix, sans offenser, sans te rabaisser. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne ? Imagine que quelqu'un te lance un commentaire sarcastique pour te ridiculiser. La réponse commune serait de se défendre ou de contre-attaquer. Toi, en revanche, tu peux demander « Qu'essaies-tu d'obtenir avec ce commentaire ?» Soudain, le poids de la situation n'est plus sur toi, mais sur l'autre personne. C'est maintenant à lui de justifier ce qu'il a dit. Cette simple stratégie change le terrain de la conversation. Autre exemple, si quelqu'un remet en question tes décisions avec mépris, au lieu de te mettre en colère, tu peux demander « Que ferais-tu à ma place ?» Cette question l'oblige à réfléchir au lieu d'attaquer. Et même s'il ne te donne pas une réponse claire, tu as déjà accompli l'essentiel, briser son intention de te dévaloriser. L'autorité vient du fait de ne pas te laisser entraîner dans l'émotion, mais de diriger l'interaction vers la réflexion. Un conseil pratique est de préparer une liste mentale de questions qui révèlent des vérités sans sembler agressives. Certaines peuvent être « Pourquoi penses-tu que c'est juste ?» Qu'est-ce que le respect signifie pour toi dans cette situation ? De quelle manière cette attitude aide à résoudre le problème? Ces questions ne cherchent pas à humilier, mais à exposer. Et lorsque quelqu'un n'a pas d'argument solide, le silence qui suit ta question devient ta victoire. Il est également important le ton avec lequel tu poses les questions. Il ne doit pas sembler ironique ou moqueur, car dans ce cas tu perdrais la force de la stratégie. Ta voix doit être calme, voire curieuse, comme si tu voulais vraiment comprendre. Ce calme déconcerte quiconque s'attendait à une explosion de colère. En n'obtenant pas la réaction qu'il cherchait, son pouvoir disparaît et il est pris au piège de l'obligation d'expliquer. Lorsqu'un ami, un partenaire ou un membre de la famille essaie de te manipuler avec de la culpabilité ou des reproches, tu n'as pas besoin d'entrer dans un cercle interminable de justifications. Il suffit de demander « Qu'attends-tu exactement de moi ?» Cette simple phrase oblige à la clarté et met fin au jeu émotionnel. Ce qui semblait être une attaque émotionnelle devient une conversation avec des limites. Le plus puissant de cette attitude est que tu ne désarmes pas seulement l'autre, mais que tu projettes de l'intelligence et de l'autocontrôle. Tu ne tombes pas dans le rôle de victime, ni dans celui d'agresseur. Tu restes au centre, avec le calme de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Et cette image reste gravée dans l'esprit des autres, celle de quelqu'un qui répond avec de la lumière au lieu du bruit. En fin de compte, désarmer avec des questions qui révèlent la vérité signifie utiliser la clarté comme ta plus grande défense. Tu ne gagnes pas le respect en criant plus fort, mais en montrant que tu es capable d'exposer ce qui est caché avec peu de mots. 4. Trace des limites claires et maintiens-les sans explication. Un mur n'a pas besoin de panneaux pour annoncer qu'il ne peut pas être franchi. Sa seule présence le rend clair. Il ne discute pas, il ne justifie pas, il n'essaie pas de convaincre. Il est simplement là et quiconque s'approche comprend le message. Ainsi doivent être tes limites.
fermes, visibles et maintenues avec cohérence, sans avoir besoin de les embellir avec de longues explications. Quand tu commences à justifier chaque décision, tu laisses de l'espace pour que d'autres remettent en question ton autorité et peu à peu, tu perds du terrain dans ta propre vie. Les personnes qui inspirent le plus de respect ne sont pas celles qui parlent beaucoup de ce qu'elles tolèrent ou ne tolèrent pas, mais celles qui agissent avec clarté. Si tu décides que tu n'accepteras pas un manque de respect, ta réaction cohérente à ce moment-là en dit plus que 100 avertissements. L'erreur commune est de tomber dans le piège d'expliquer trop, d'essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi tu poses une limite. La vérité est que tout le monde ne veut pas te comprendre. Certains veulent juste négocier ta dignité. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? Commence par définir en toi ce qui est non négociable. Cela peut être ton temps, ta tranquillité, ton espace personnel ou la façon dont tu t'adresses aux autres. Une fois que tu as clairement défini ce terrain, chaque fois que quelqu'un essaie de l'envahir, réponds par des actions simples et fermes. Par exemple, si quelqu'un insiste pour te parler avec sarcasme, tu n'as pas besoin de faire un discours. Il suffit de marquer une distance et de ne pas nourrir cette interaction. Avec le temps, la personne comprend que cette attitude ne fonctionne pas avec toi. Un conseil pratique est d'apprendre à dire non sans l'accompagner d'excuses. Si tu ne veux pas assister à un engagement, dis-le fermement et c'est tout. Tu n'as pas à détailler tes raisons ni à convaincre quiconque que tes priorités sont valables. Chaque justification supplémentaire est une invitation à ce que les autres essaient de te faire plier. Un non ferme et serein suffit. Cette simplicité communique le respect, car elle montre clairement que tu sais ce que tu veux et que tu ne cherches pas l'approbation. Il est également important de se rappeler qu'une limite ne s'annonce pas, elle se maintient. Tu peux dire de nombreuses fois que tu ne toléreras pas certains comportements, mais si à la fin tu cèdes, ce que tu transmets est la faiblesse. Le respect se construit lorsque ta parole est alignée avec tes actions. Si quelqu'un franchit ta limite et que tu le permets, tu envoies le message que tes règles sont négociables. C'est pourquoi la clé est d'agir de manière cohérente, sans avoir besoin d'explications interminables. Dans le milieu professionnel, tracer des limites peut signifier ne pas permettre que ton temps soit abusé. Si ton patron ou tes collègues essaient de te charger de tâches qui ne te reviennent pas, au lieu de te justifier avec 1000 excuses, il suffit de répondre « Ce n'est pas possible pour moi en ce moment ». C'est une réponse directe, polie et claire qui laisse peu de place à la pression. Le respect naît de la clarté, pas de la justification. Dans les relations personnelles, établir des limites claires est également vital. Si quelqu'un de proche recourt à la manipulation émotionnelle pour te faire faire quelque chose que tu ne veux pas, l'erreur serait de te lancer dans de longues discussions pour qu'il comprenne ton point de vue. Une meilleure stratégie est de rester ferme dans ta décision, même si l'autre ne l'approuve pas. Cette cohérence montre que ta dignité ne dépend pas de convaincre qui que ce soit. En fin de compte, tracer des limites claires et les maintenir sans explication est l'une des façons les plus puissantes d'imposer le respect. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te justifier, il suffit d'agir avec cohérence. La limite n'est pas seulement une barrière pour les autres, c'est un rappel pour toi-même de ce que tu vaux et de ce que tu ne permettras jamais. 5. Démontre ta valeur sans avoir besoin de la dire. Le feu n'annonce pas qu'il brûle, il le fait simplement. Sa chaleur parle plus fort que n'importe quel avertissement. Il en va de même pour les personnes qui connaissent leur valeur. Elles ne cherchent pas à la proclamer. Elles n'ont pas besoin de la répéter à chaque conversation, car la cohérence de leurs actions crie plus fort que leurs paroles. La paradoxe est que ceux qui essaient constamment de convaincre le monde de leur importance sont ceux qui en manquent le plus, tandis que ceux qui vivent en silence, fermes dans leur caractère, finissent par imposer le respect sans le demander. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'impressionner avec des discours vides. Ils se disent loyaux, forts ou disciplinés, mais dans la pratique, ils échouent dans le plus simple. La vérité est que lorsque tu dois annoncer qui tu es, ta crédibilité s'use déjà. Il n'est pas nécessaire de répéter que tu es digne de confiance si ta parole est respectée.
Il n'est pas nécessaire de déclarer que tu es courageux si, lorsque la difficulté survient, tu gardes le contrôle. Ta véritable valeur ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans de petits détails qui, à la longue, construisent une image solide. Être ponctuel montre le respect. Tenir ses engagements révèle la discipline. Traiter avec courtoisie sans perdre de fermeté transmet du caractère. Chaque geste parle pour toi. La clé est de comprendre que le respect ne se demande pas. Il se provoque avec constance et authenticité. Une façon pratique d'appliquer cette leçon est de laisser le temps être ton garant. N'importe qui peut feindre la force pendant quelques jours, mais seule la cohérence au fil des mois et des années démontre une véritable grandeur. Travaille en silence, atteins tes objectifs sans avoir besoin d'applaudissements, reste fidèle à tes principes dans n'importe quel environnement. Cette constance construit une réputation impossible à acheter avec des mots. Un autre point important est d'apprendre à lâcher le besoin de reconnaissance. Vouloir que tout le monde te valide ne fait que te rendre esclave de leurs opinions. Ta valeur ne dépend pas d'un applaudissement, elle dépend de ta capacité à rester intègre lorsque personne n'applaudit. Fais ce qui est juste même si personne ne le remarque, car au final, le respect authentique naît de cette sécurité intérieure. Lorsque tu vis ainsi, tu projettes une force silencieuse qui impose sans avoir besoin de s'imposer. Dans le monde du travail, cette attitude est encore plus évidente. Il n'est pas nécessaire de répéter combien tu apportes, tes résultats parlent pour toi. Lorsque tu travailles avec excellence et sérénité, lorsque tu gardes ton calme sous la pression, les gens reconnaissent ton leadership même sans le nommer. En revanche, ceux qui se vantent de leur mérite mais ne les soutiennent pas par des faits finissent par perdre leur autorité. Il en va de même dans les relations personnelles. La personne qui ne se vante pas de ce qu'elle fait, mais vit avec dignité et cohérence, inspire confiance. Cette assurance sans parole génère un respect plus profond que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ta présence la reflète chaque fois que tu choisis d'agir avec intégrité. Pour le pratiquer chaque jour, concentre-toi sur la congruence. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu promets du respect, valorise-le à chaque interaction. Si tu parles de discipline, qu'elle se voit dans ta routine. Peu à peu, les autres comprendront que ton caractère ne repose pas sur des phrases, mais sur des faits. En conclusion, démontrer ta valeur sans avoir besoin de la dire, c'est vivre de telle manière que ton essence s'impose d'elle-même. Tes actes deviennent le témoignage le plus fort, ta cohérence la meilleure défense et ta constance le fondement du respect que tu inspires. Parce qu'au final, celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de l'annoncer, sa vie entière le démontre. 6. Utilisez l'humour pour désamorcer la tension. La corde la plus tendue peut se rompre avec une vibration inattendue et l'humour agit exactement de cette manière au milieu d'un conflit. C'est comme une étincelle légère qui coupe la rigidité de l'atmosphère, transformant un moment de tension en un moment gérable. Il ne s'agit pas de rire de tout ni de banaliser ce qui est sérieux, mais d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour transformer une confrontation en une scène où votre sérénité est mise en évidence. Celui qui sait utiliser l'humour au bon moment non seulement protège son calme, mais impose également le respect, car il démontre qu'aucune situation n'est capable de lui voler son contrôle. L'erreur commune est de penser que l'humour est de la frivolité. Beaucoup croient que sourire ou répondre avec esprit au milieu d'une situation difficile est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour ne pas se laisser emporter par la colère et répondre avec légèreté que pour crier. L'humour bien utilisé n'est pas une évasion, c'est une stratégie. Une façon de dire au monde que vous êtes si sûr de vous que rien ne peut ébranler votre morale. Comment cela s'applique-t-il dans la vie de tous les jours? Commencez par identifier les moments où la tension est sur le point d'exploser. Une dispute au travail, une critique malveillante, un commentaire sarcastique. Au lieu de réagir avec offense, vous pouvez lâcher une réponse brève et humoristique qui désarme la situation.
Par exemple, si quelqu'un vous accuse de quelque chose d'exagéré, vous pourriez répondre calmement et avec une légère ironie « Eh bien, je ne savais pas que j'avais autant de pouvoir ». Cette petite dose d'humour rompt le cycle d'attaque et de défense. Un autre conseil pratique est d'utiliser l'humour comme un pont, pas comme une arme. Il ne s'agit pas de ridiculiser l'autre, car cela ne ferait qu'alimenter le conflit. La clé est de rediriger l'énergie vers un terrain neutre. Supposons que lors d'une réunion, quelqu'un essaie de vous mettre sous pression de manière agressive. Une réponse spirituelle comme « Calme-toi, nous ne sommes pas encore sur un ring de boxe » peut adoucir l'atmosphère et montrer que vous ne perdez pas votre contenance. Le rire, même léger, réduit l'hostilité. Il est également important d'apprendre à utiliser l'humour avec soi-même. La capacité de rire de ses propres erreurs génère du respect car elle démontre la maturité. Si vous faites une erreur et que quelqu'un essaie de l'utiliser contre vous, une réponse autocritique comme « Tu as raison, je suis humain, quelle déception » neutralise l'attaque instantanément. Celui qui ne se laisse pas humilier parce qu'il rit de lui-même devient intouchable. Cette attitude montre la force et empêche les autres de chercher à vous blesser à cause de vos faiblesses. L'humour a également un effet psychologique sur les autres. Lorsque vous réussissez à faire sourire quelqu'un au milieu d'une atmosphère tendue, vous créez un terrain commun où la confrontation perd de sa force. Les gens ont tendance à respecter davantage ce qui apporte calme et légèreté dans les moments difficiles. Cette compétence fait de vous un leader naturel, car tout le monde préfère suivre celui qui transforme la tension en clarté. Pour entraîner cette attitude, observez attentivement votre environnement et pratiquez des réponses spirituelles sans agressivité. Il ne s'agit pas de mémoriser des blagues, mais d'apprendre à voir l'angle léger de chaque situation. Avec le temps, votre esprit s'habitue à trouver des solutions intelligentes plutôt que de se laisser emporter par la colère. Cet entraînement transforme l'humour en un réflexe automatique qui protège votre calme. En fin de compte, utiliser l'humour pour désamorcer la tension, c'est montrer que vous avez un contrôle interne qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. C'est choisir un sourire serein plutôt qu'un cri impulsif, un mot spirituel plutôt qu'une insulte. 7. Apprenez à conclure les conversations avec fermeté. Une porte entrouverte invite toujours quelqu'un à essayer d'entrer, même s'il n'en a pas le droit. Il en va de même pour les conversations que vous ne savez pas conclure. Vous laissez un espace ouvert pour que la manipulation, la critique ou le manque de respect continuent à s'infiltrer dans votre vie. Apprendre à conclure un dialogue avec fermeté n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. C'est l'acte conscient de dire « Jusqu'ici nous sommes arrivés », sans crier, sans trop expliquer, mais avec la certitude que votre temps et votre énergie ne sont pas un terrain libre pour n'importe qui. L'erreur commune est de croire que prolonger une conversation compliquée aide à la résoudre. Beaucoup de personnes, par désir de bien faire, permettent que des discussions inutiles, des débats sans issue ou des reproches interminables se prolongent. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'épuiser et donner plus de pouvoir à celui qui cherche à contrôler l'échange. Le respect naît lorsque l'autre personne comprend qu'avec vous, il n'y a pas de place pour les détours, ni pour les complications inutiles. Et cette leçon s'enseigne en concluant le dialogue au moment opportun. Comment cela s'applique-t-il dans la vie quotidienne? La première clé est de détecter quand une conversation n'a plus de but. Si quelqu'un répète le même reproche encore et encore, si la discussion tourne en rond, si les mots ne cherchent plus à comprendre mais à imposer, c'est le moment de dire « stop ». Au lieu de continuer à vous justifier, vous pouvez utiliser des phrases simples et fermes comme « j'ai déjà répondu à cela, je ne vais pas continuer à le répéter » ou « cette conversation n'avance pas, je préfère la laisser ici ». Vous n'avez pas besoin de crier. Le ton serein, mais décidé, communique plus que n'importe quel mot chargé d'émotion. Un conseil pratique est de préparer des réponses de clôture qui vous aident à couper court. Certaines phrases utiles sont « Je comprends ton point de vue, mais j'ai déjà pris ma décision. Je ne suis pas disposé à continuer sur ce ton. Si tu veux, nous en parlerons à un autre moment, pas maintenant. »
Ces expressions transmettent de la clarté et ferment la porte à la manipulation sans laisser de place à de nouvelles justifications. L'essentiel est de ne pas tomber dans le piège d'expliquer trop, car chaque explication ouvre une autre porte pour que l'autre essaye de vous mettre la pression. Dans les situations de travail, savoir conclure les conversations peut vous éviter des conflits inutiles. Imaginez qu'un collègue insiste pour discuter d'un sujet qui a déjà été résolu. Si vous continuez à débattre, vous perdrez du temps et de l'énergie. Mais si vous répondez calmement, le sujet est déjà défini, je n'ai rien de plus à ajouter. Vous établissez une limite claire. Cette fermeté n'impose pas seulement le respect, elle montre aussi du professionnalisme. Celui qui sait conclure les dialogues transmet du leadership. Personnellement, conclure les conversations avec fermeté protège également votre équilibre. Il y a des personnes qui cherchent à vous épuiser émotionnellement, qui prolongent les discussions pour que vous finissiez par céder par fatigue. Lorsque vous apprenez à dire « je ne parlerai plus de cela » et que vous tenez parole, vous brisez le cycle. Au début, cela peut déranger l'autre, mais avec le temps, il apprendra qu'avec vous, le jeu de prolonger l'inutile ne fonctionne pas. En définitive, apprendre à conclure les conversations avec fermeté est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie valoriser votre énergie et ne pas laisser les autres la gaspiller dans des dialogues inutiles. C'est la façon de dire au monde que votre temps est précieux, que votre attention ne se gaspille pas et que votre paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui maîtrise cet art projette une autorité naturelle, car il démontre qu'il n'a pas besoin de prolonger quoi que ce soit pour être écouté. 8. Fais en sorte que ta seule présence impose le respect. Un phare ne poursuit pas les bateaux, il ne crie pas sa lumière ni ne supplie qu'on le regarde. Il reste simplement ferme sur la côte et sa seule présence guide et protège. Ta présence dans la vie doit être ainsi. Une énergie si claire et solide que les autres l'aperçoivent sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Le respect le plus puissant ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu transmets en entrant dans une pièce. De ta façon de marcher, de la façon dont tu soutiens le regard et de la façon dont ton calme remplit l'espace sans effort. Marcher avec des chaînes invisibles est la façon la plus courante de vivre dans ce monde. Elles ne sont pas en fer, mais elles pèsent autant. Des souvenirs que tu ne lâches pas, des excuses que tu répètes, des personnages faux que tu as inventés pour plaire. Et pendant que tu portes tout cela, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi ta vie semble coincée au même point. La réponse est simple et brutale. Parce que tu continues à tenir ce que tu aurais dû laisser derrière toi depuis longtemps. Ce chemin dont je vais te parler n'est pas confortable, et c'est précisément pour cela qu'il en vaut la peine. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir, ni dans la prétention de sécurité, mais dans la libération silencieuse de tout ce qui te draine, de ce qui épuise ton énergie et te vole ton authenticité. Ici, il n'y a pas de promesses faciles, ni de belles phrases pour te motiver. Il y a la réalité. Si tu ne lâches pas, tu coules. Si tu n'agis pas aujourd'hui, demain sera la même prison. Chaque leçon que nous allons parcourir est un coup direct contre ce qui te retient. Il ne s'agit pas de parler de changement, mais de les pratiquer, d'arracher à la racine ce qui n'appartient plus à ta vie. La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête personnelle qui exige de la discipline et un courage que peu sont prêts à démontrer. Tu décides si tu continues à traîner les chaînes ou si tu commences, dès maintenant, à les briser une par une jusqu'à les éliminer. 1. Élimine le personnage faux. Un miroir brisé peut te montrer 1000 fragments de ton visage, mais aucun n'est réel, aucun n'est complet. C'est ainsi lorsque tu vis en interprétant un personnage faux, une version fabriquée pour s'intégrer, pour plaire, pour éviter que les autres te jugent. Tu deviens des reflets dispersés qui te confondent même, et un jour, tu te réveilles sans savoir qui tu es vraiment. Ce déguisement peut te donner l'illusion d'acceptation, mais en réalité, il te vole ton authenticité et t'épuise à chaque geste répété. Personne ne respecte celui qui vit en prétendant, même toi, tu ne peux pas te respecter quand tu agis comme quelqu'un que tu n'es pas.
Le stoïcisme nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait de répondre aux attentes des autres, mais dans le fait de maintenir fermement ton essence, même quand elle ne correspond pas au regard des autres. Faire semblant d'être sûr de soi, faire semblant d'être bon, faire semblant d'être fort, ne fait que t'entraîner dans une prison que tu as construite de tes propres mains. Ce masque que tu mets pour te protéger finit par étouffer ta liberté. Comment éliminer ce personnage faux? D'abord, en reconnaissant qu'il existe. Demande-toi combien de fois tu agis différemment devant les autres par peur du rejet. Si la réponse est « très souvent », alors le masque te gouverne. Le conseil est clair, arrête-toi et observe. Avant de parler, avant d'agir, demande-toi si tu le fais parce que tu le sens vraiment ou parce que tu veux plaire. Cette simple pause peut devenir la première fissure qui brise le déguisement. Deuxièmement, ose déranger. Arrête de dire oui quand tu veux vraiment dire non. Ne te justifie pas pour ce que tu ressens. Ne modère pas tes opinions pour que les autres se sentent à l'aise. L'authenticité dérange, et c'est bien ainsi, car le faux peut plaire à beaucoup, mais l'authentique inspire le respect de ceux qui comptent vraiment. Le courage d'être toi-même ne se mesure pas en applaudissements. Il se mesure dans la tranquillité de te coucher en sachant que tu n'as pas trahi ta vérité. Troisièmement, pratique le silence conscient. Le personnage faux a tendance à parler trop pour maintenir l'illusion, pour embellir avec des mots ce qui n'a pas de racine. Apprends à te taire quand ce qui naît en toi n'est pas authentique. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir un rôle qui ne te correspond pas, tu renforces ta vraie voix. Quatrièmement, entoure-toi d'environnements où tu n'as pas besoin de prétendre. Le masque pèse plus lorsque tu vis entouré de personnes qui ne te valorisent que pour la façade. Si tu ne peux pas être toi-même dans un lieu, ce lieu n'est pas pour toi. Et si c'est par obligation, garde une distance émotionnelle. Ne donne pas ton essence à ceux qui ne savent recevoir que des déguisements. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à être libre. Cette liberté naît lorsque tu te regardes sans fioriture et dis « c'est ce que je suis ». Avec des vertus et des erreurs, mais je suis réel. Le personnage faux ne te protège pas, il te trahit. Chaque jour que tu le soutiens, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Si tu veux transformer ta vie, commence par arracher ce masque avec la même force que tu arracherais une racine pourrie du sol. C'est douloureux, oui, mais c'est la seule façon de grandir fort et en paix. La prochaine fois que tu te retrouves à agir comme quelqu'un que tu n'es pas, souviens-toi, un miroir brisé ne montrera jamais ton vrai visage, et vivre fragmenté n'est pas vivre, c'est juste prétendre exister. Choisis d'être complet, même si cela signifie être inconfortable. Le plus grand respect est celui que tu te donnes à toi-même lorsque tu décides de ne plus jouer un rôle qui n'a jamais été le tien. 2. Agisse aujourd'hui, pas demain. Une horloge sans aiguille indique toujours la même heure, mais elle ne sert à rien car elle n'avance jamais. C'est ainsi que tu vis lorsque tu remets à plus tard ce que tu sais que tu dois faire, pris dans l'illusion que demain sera meilleur. Le problème est que demain n'arrive jamais, et chaque fois que tu retardes tes décisions, ta force s'affaiblit un peu plus. Remettre à plus tard n'est pas se reposer, c'est céder du terrain à l'inertie. C'est permettre à ta vie de s'arrêter pendant que le monde continue d'avancer sans toi. Le stoïcisme nous rappelle que le seul temps que nous possédons vraiment est le présent. L'avenir n'est pas garanti et le passé ne peut être changé. Agir aujourd'hui, c'est assumer le pouvoir que tu as entre tes mains. C'est décider que ta vie ne sera pas gouvernée par des excuses ou des peurs. Chaque action que tu remets à plus tard devient une dette envers toi-même, et les dettes émotionnelles sont toujours payées avec de l'anxiété et du regret. Comment rompre avec cette habitude destructrice? D'abord, arrête d'attendre de ressentir de la motivation. La motivation est instable, elle vient et part comme le vent. Si tu l'attends, tu ne feras jamais rien. Ce dont tu as besoin n'est pas de la motivation, mais de la discipline. Établis des tâches claires pour la journée et accomplis-les sans négocier avec toi-même. Cela peut être une petite action, mais fais-la aujourd'hui. Ce mouvement minimal est l'étincelle qui allume le feu de la constance. Deuxièmement, affronte le piège du « quand j'aurai le temps ».
Le temps ne se trouve pas, il se crée. Si quelque chose est important pour toi, cela doit être dans ta journée, pas dans une liste interminable de choses à faire. Planifie tes priorités et protège-les comme si elles étaient des engagements inébranlables. Un jour sans priorité est un jour donné au néant. Troisièmement, comprends qu'agir aujourd'hui ne signifie pas tout faire d'un coup. Souvent, tu remets à plus tard parce que l'objectif semble trop grand. Divise l'action en étapes réalisables et commence par la première. Tu n'as pas à résoudre toute ta vie en un instant, tu as juste besoin de faire un pas de plus que celui que tu as fait hier. Le progrès est cumulatif et quand tu le comprends, le poids de l'action devient plus léger. Quatrièmement, élimine les distractions qui déguisent la procrastination en productivité. Vérifier les emails, faire défiler sans fin les réseaux sociaux ou organiser sans exécuter sont des façons élégantes de perdre du temps. Avant de commencer ta journée, demande-toi quelle action, une seule, changerait ta journée si tu la réalisais. Fais-la en premier et le reste peut attendre. Cinquièmement, accepte que demain est une illusion mentale. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui va se passer, mais tu en as sur ce que tu fais maintenant. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », remplace-le par « aujourd'hui je fais un pas, même petit ». Ce remplacement change la mentalité de victime à protagoniste. Le stoïcien ne se divertit pas avec des promesses vides. Il agit. Il ne s'assoit pas pour attendre un meilleur moment, il crée le moment avec des décisions fermes. Il comprend que la vie se construit dans des silences pleins d'action, pas dans des paroles pleines d'excuses. La prochaine fois que ton esprit te murmure « fais-le plus tard », réponds par des actes, pas par des pensées. Fais-le maintenant, même si c'est imparfait, même si c'est inconfortable, parce que l'horloge de ta vie n'attend pas. Chaque seconde qui passe sans action est une seconde perdue qui ne reviendra pas. Et à la fin, tu ne te souviendras pas de ce que tu as prévu, tu te souviendras de ce que tu as eu le courage de faire. Agir aujourd'hui n'est pas une option, c'est la seule façon de ne pas devenir un spectateur de ta propre existence. 3. Lâche le poids du passé. Les empreintes dans le sable disparaissent avec la marée, mais celles que tu gardes dans ton esprit semblent être gravées dans la pierre. Tu portes des souvenirs comme s'ils étaient des chaînes, tu répètes des scènes anciennes comme si elles avaient encore du pouvoir sur toi et tu laisses ce qui est déjà passé gouverner ce que tu vis maintenant. Le passé n'existe plus au-delà de ta mémoire, mais si tu ne le lâches pas, tu le transformes en un ennemi silencieux qui t'empêche d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu possèdes est le présent. Pourtant, beaucoup préfèrent traîner des culpabilités, des trahisons, des erreurs et des douleurs qui n'ont plus de remède. C'est comme boire du poison tous les jours en espérant que le temps le neutralise. La réalité est que tant que tu t'accroches à ce qui n'est plus, tu abandonnes ce qui pourrait grandir devant toi. Comment laisser derrière soi ce fardeau? D'abord, distingue entre apprendre et revivre. Apprendre signifie extraire la leçon et lâcher la blessure. Revivre signifie l'ouvrir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'infecte. Si un souvenir revient constamment, ne le nourris pas avec des questions comme « qu'est-ce qui serait arrivé si ?» Remplace-le par « qu'est-ce que j'ai appris de cela que je peux appliquer aujourd'hui ?» L'apprentissage libère, la répétition asservit. Deuxième, pardonne sans besoin de réconciliation. Pardonner n'est pas absoudre ni justifier ce qu'on t'a fait, c'est libérer ton esprit de l'encre qui te retient. Souvent, tu attends que l'autre personne change pour pouvoir lâcher, et c'est l'erreur. Le pardon est un acte solitaire, c'est une décision de cesser de porter ce qui ne te concerne pas. Troisième, pratique le détachement conscient. Garde seulement ce qui te nourrit et laisse partir ce qui te détruit. Si tu as des objets, des messages ou des souvenirs physiques qui ravivent constamment une blessure, éloigne-les de ta vie. Tu n'as pas besoin de rappel de ce qui t'a blessé, tu as besoin d'espace pour ce qui peut te renforcer. Quatrième, change ta narration interne. Si tu te racontes toujours la même histoire avec la même fin, ton esprit vivra piégé en elle. Réécris ton récit. Reconnais que ce qui s'est passé n'était pas la fin de ta vie, mais un chapitre qui t'a amené jusqu'ici. Le passé n'a pas de pouvoir, au-delà de celui que tu lui accordes dans ton dialogue interne. Cinquième, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler.
tes actes d'aujourd'hui. Chaque fois que ton esprit revient à ce qui a été, réponds-lui par l'action. Fais de l'exercice, étudie, travaille sur ton projet, parle à quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Le présent se renforce par des actes, pas par des souvenirs. Le stoïcien comprend que le passé est un maître, pas un maître. Apprends ce qu'il a à t'enseigner et ensuite laisse-le partir. Si tu le gardes vivant plus que nécessaire, il te consume comme un feu qui ne s'éteint jamais. Le poids du passé ne disparaît pas seul. Il se lâche avec discipline et avec le courage d'accepter qu'il ne peut plus être changé. Chaque jour où tu décides de regarder vers l'avant est un coup contre ces chaînes invisibles. Tu n'es pas tes erreurs ni tes blessures, tu es la force que tu choisis de construire aujourd'hui. Choisis de marcher léger, car le chemin vers ta transformation n'a pas besoin de vieilles pierres, il a besoin de pas fermes. 4. Briser la dépendance émotionnelle. Les marionnettes bougent avec des fils invisibles qu'elles ne contrôlent pas. Chaque mouvement dépend de la main qui les manipule. C'est ainsi que vit celui qui donne ses émotions à d'autres, attendant l'approbation, l'affection ou la reconnaissance pour se sentir en paix. Lorsque ta stabilité dépend de ce que quelqu'un dit ou ne fait pas, tu deviens un esclave émotionnel, et l'esclavage ne sera jamais compatible avec la liberté intérieure que tu cherches. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le gouvernement de ton monde intérieur, non pas dans l'attente que d'autres le soutiennent. Mais la dépendance émotionnelle a tendance à se déguiser en amour, en soin, en proximité. Tu penses que tu as besoin de cette personne pour être complet, alors qu'en réalité, ce que tu fais est de renoncer à ton autonomie. Le prix est élevé. Anxiété constante, peur de l'abandon et sentiment de vide, chaque fois que tu ne reçois pas l'attention que tu espérais. Comment rompre cette chaîne invisible? La première étape est de la reconnaître. Demande-toi honnêtement si ta paix dépend des réactions des autres. Si un silence te blesse plus que la normale, si un geste ou un message absent suffit à détruire ton moral, il y a dépendance. L'identifier est déjà un acte de courage, car il révèle la vérité. Tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. La deuxième étape est de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas te fermer à l'affection ou vivre en isolement, mais apprendre à maintenir ton équilibre sans que quelqu'un d'autre ne le garantisse. Cela se pratique par de petites actions quotidiennes. Consacre du temps à des activités que tu apprécies seul. Établis des objectifs personnels qui ne nécessitent pas de validation externe. Et rappelle-toi constamment que ta valeur ne se mesure pas à l'attention que tu reçois, mais à la fermeté avec laquelle tu marches sur ton propre chemin. La troisième étape est d'établir des limites claires. La dépendance naît lorsque tu permets à d'autres de définir ton état émotionnel sans résistance. Apprends à dire non quand quelque chose va à l'encontre de ta paix, et fais-le sans craindre de perdre des liens. Si une relation ne survit qu'au détriment de ta liberté émotionnelle, ce n'est pas une relation saine, c'est un contrat de soumission déguisé en affection. La quatrième étape est de renforcer ton dialogue interne. Le dépendant a tendance à se répéter des phrases comme « sans cette personne je ne peux pas » ou « j'ai besoin qu'elle m'aime pour aller bien ». Ces affirmations sont des chaînes que tu renforces toi-même. Remplace-les par des pensées qui te rendent autonome. « Ma paix dépend de moi, ma valeur n'est pas entre les mains d'autrui ». Changer le discours interne n'élimine pas l'attachement immédiatement, mais ouvre un espace pour construire une nouvelle réalité. La cinquième étape est d'accepter la peur de la solitude. Une grande partie de la dépendance naît de la terreur d'être seul, mais la solitude n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Passer du temps avec toi-même sans distraction t'oblige à te connaître, à comprendre tes vides et à les combler avec ta propre force. Celui qui apprend à être bien avec lui-même ne redevient jamais l'otage de personne. Le stoïcien comprend que les émotions font partie de la vie, mais ne sont pas son tyran. Il sait que aimer n'est pas se perdre dans l'autre, mais partager à partir de l'abondance de ce que l'on est déjà. Lorsque tu brises la dépendance émotionnelle, tu ne deviens pas froid ni distant, tu deviens libre. Et à partir de cette liberté, tu peux choisir d'aimer avec plus de pureté, parce que tu n'aimes plus par besoin, mais par décision.
Rompre cette chaîne n'est pas facile, car parfois elle est confondue avec des liens profonds. Mais la différence est claire. Un lien sain te donne des ailes, la dépendance te lie. Tu décides si tu veux être une marionnette de fils invisibles ou le maître de ton propre équilibre. 5. Libère-toi de l'anxiété. L'anxiété est comme un voleur qui n'entre jamais par la porte principale, mais qui se cache dans des coins sombres et se nourrit de tes pensées les plus faibles. Elle te vole ta tranquillité avant même que quelque chose ne se produise, te convainc que le pire est à venir et transforme ton esprit en un champ de bataille où tu perds toujours sans que la guerre n'ait commencé. L'ironie est que la plupart des peurs qui alimentent l'anxiété ne se produisent jamais, mais tu les vis comme si elles étaient réelles, t'épuisant jour après jour. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, et l'anxiété naît précisément du contraire. Essayer de gouverner ce qui est hors de ta portée. Lorsque ton énergie est consommée à anticiper des scénarios qui n'existent même pas, tu livres ta vie à l'incertitude et tu perds la seule chose sûre que tu as, le présent. Comment te libérer de ce piège invisible? Premièrement, apprends à identifier le moment exact où ton esprit s'emballe. L'anxiété ne surgit pas d'un coup, elle s'infiltre avec des pensées comme « et si je ne peux pas ?» Et si j'échoue? Et si on me rejette? Dès que tu remarques cette chaîne de suppositions, fais une pause et demande-toi, cela se passe-t-il maintenant ou seulement dans ma tête? La réponse est généralement que c'est une fantaisie. Le reconnaître est la première défense. Deuxièmement, pratique la technique stoïcienne de séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Fais une liste mentale. D'un côté, ce que tu peux contrôler, comme tes décisions et actions, de l'autre, ce que tu ne peux pas, comme l'opinion des autres ou le résultat final. Consacre de l'énergie uniquement à la première liste et résiste à la tentation de t'épuiser sur ce que tu ne pourras jamais gérer. Cette simple division ramène la clarté et la tranquillité. Troisièmement, renforce ton corps pour apaiser ton esprit. L'anxiété n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique. Elle s'accumule dans la poitrine, dans la respiration accélérée, dans l'insomnie. C'est pourquoi il est vital de bouger le corps, marcher, faire de l'exercice, respirer profondément. La discipline physique n'élimine pas les problèmes, mais elle coupe le cercle vicieux de la tension et libère de l'espace pour que l'esprit puisse penser clairement. Quatrièmement, réduis le bruit qui alimente l'anxiété. Les nouvelles alarmistes, les conversations toxiques et l'excès de réseaux sociaux agissent comme de l'essence pour tes inquiétudes. Choisis soigneusement ce que tu consommes, car tout ce qui entre par tes yeux et tes oreilles finit par affecter ta paix. Tu ne peux pas demander à ton esprit d'être calme si tu le nourris de chaos toute la journée. Cinquièmement, apprends à accepter l'incertitude comme partie de la vie. L'anxieux cherche des garanties, mais la réalité ne les offre jamais. Le stoïcien sait que l'inconnu n'est pas un ennemi, c'est le terrain naturel où l'on vit. Au lieu de lui résister, il s'adapte. Et quand tu l'acceptes, l'anxiété perd de sa force parce que tu comprends que rien n'est sous contrôle absolu, et c'est bien ainsi. Sixièmement, pratique le présent. Chaque fois que tu sens que ton esprit court vers un futur qui n'existe pas encore, reviens à ce que tu as devant toi. Concentre-toi sur la tâche que tu accomplis, sur la conversation que tu as, sur la respiration qui soutient ta vie. Le présent est une ancre puissante lorsque tu apprends à l'utiliser. L'anxiété ne disparaît pas par magie, elle se maîtrise avec de la pratique et de la discipline. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'empêcher qu'elle te paralyse. Lorsque tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui, le voleur perd sa force et la tranquillité revient. Et alors tu comprends que la liberté intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la maîtrise de ton esprit face à eux. 6. Pardonne et retrouve ta paix. Garder rancune est comme embrasser une braise ardente en espérant qu'elle brûle l'autre personne. Mais à la fin, elle ne te brûle que toi. Le ressentiment devient une prison où les barreaux sont tes propres pensées. Et chaque souvenir de ce qu'on t'a fait agit comme un geôlier qui ne se repose jamais.
Tu peux feindre le calme, sourire à tout le monde, mais à l'intérieur de toi, il y a une tempête qui ne cesse pas parce que tu continues à porter la blessure comme si elle était éternelle. Le plus douloureux n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu répètes chaque fois que tu t'en souviens. Le stoïcisme enseigne que le contrôle est dans ton esprit, pas dans ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. S'accrocher à la blessure ne fait que prolonger le mal, car celui qui t'a blessé ne l'a fait qu'une fois. Mais toi, en t'en souvenant, tu le répètes 1000 fois. La paix ne se trouve pas dans la vengeance ou la justice tardive, elle se trouve dans la capacité de lâcher ce qui ne mérite pas de continuer à occuper ton présent. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est une forme de libération. Comment y parvenir? D'abord, comprends que pardonner ne signifie pas te réconcilier ni oublier. Tu n'as pas besoin de rouvrir la porte à celui qui l'a fermée avec trahison. Pardonner signifie choisir de ne plus porter cette énergie qui te vole ta vitalité. C'est un acte d'amour de soi, pas d'acceptation du mal. Deuxièmement, sépare le fait de l'interprétation. Souvent, la blessure grandit plus à cause de ce que nous imaginons autour de l'événement que de ce qui s'est réellement passé. Si tu répètes constamment « ils ont ruiné ma vie », tu agrandis la douleur plus que nécessaire. Change cette narrative par « j'ai appris à ne pas permettre la même chose une autre fois ». Le changement de perspective réduit le pouvoir du ressentiment. Troisièmement, utilise la pratique du détachement. Chaque fois qu'un souvenir douloureux apparaît, respire et dis en silence « cela ne m'appartient plus ». Le détachement n'efface pas ce qui a été vécu, mais il coupe le lien émotionnel qui le maintient actif. Avec chaque répétition, tu entraînes ton esprit à lâcher prise. Quatrièmement, cherche à transformer la douleur en leçon. Demande-toi quelle force est née de cette blessure, quelle compréhension tu as gagnée. Le stoïcien ne voit pas la souffrance comme un châtiment, mais comme une matière première pour la sagesse. Si tu parviens à tirer une leçon de ce qui s'est passé, la blessure cesse d'être un poids et devient une cicatrice qui rappelle ta résistance. Cinquièmement, limite le pouvoir de la personne qui t'a blessé. Si chaque action que tu entreprends est toujours conditionnée par ce qui s'est passé, tu continues à lui donner le contrôle. Récupère ton autonomie avec de petits actes quotidiens. Fais ce que tu aimes, consacre du temps à ta croissance et arrête de mesurer ta vie à l'aune de ce qui s'est passé. La liberté commence quand tu ne tournes plus autour de la blessure. Sixièmement, comprends que le pardon est un processus. Ne t'attends pas à le ressentir immédiatement. Il y aura des jours où il semblera que tu as lâché prise et d'autres où le ressentiment reviendra avec force. La clé est de persévérer, de choisir encore et encore de ne pas alimenter ce feu. La constance transforme lentement la blessure en calme. Le pardon stoïcien ne cherche pas à excuser, il cherche à retrouver la paix. Parce qu'à la fin, ce que tu perds en ne pardonnant pas n'est pas l'autre personne, mais ta tranquillité. Et quand tu comprends que ta sérénité est plus précieuse que tout ressentiment, tu prends la décision de te libérer. La rancune est une chaîne que personne d'autre ne peut briser pour toi. Tu as seul la clé. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, la braise s'éteint un peu plus et ton cœur respire avec plus de légèreté. 7. Arrête de te justifier. S'expliquer constamment, c'est comme essayer de cacher le soleil avec ses mains. Peu importe combien tu t'efforces, la lumière trouve toujours le moyen de briller. Et à la fin, tout ce que tu réussis à faire, c'est te fatiguer. C'est ce qui se passe quand tu vis en justifiant chaque décision, chaque émotion et chaque erreur, comme si ta valeur dépendait de l'approbation des autres. Devenir un expliquant de ta vie, c'est renoncer à ta propre liberté. Car au lieu de la vivre, tu la défends devant un jury invisible qui n'est jamais satisfait. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas dépenser d'énergie dans ce que tu ne peux pas contrôler. Et parmi ces choses, il y a l'opinion des autres. Te justifier, c'est donner ton pouvoir au jugement des autres. C'est accepter que ta paix dépend de leurs convictions. Celui qui vit en s'expliquant perd de la force, car il cesse d'agir par conviction et commence à agir pour validation. Le résultat est prévisible. Anxiété, insécurité et un sentiment permanent d'insuffisance.
Comment éviter de tomber dans ce piège? Premièrement, accepte que tout le monde n'a pas à te comprendre. Ta vie n'est pas un livre ouvert pour satisfaire les curiosités ou les critiques déguisées en conseils. La plupart des gens ne cherchent pas à te comprendre. Ils cherchent à confirmer leurs propres croyances à travers toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller des mots dans des batailles que tu ne pourras jamais gagner. Deuxièmement, pratique la valeur du silence. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas à justifier chaque décision. Parfois, le silence est la déclaration la plus forte que tu peux faire. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de montrer que tu n'as pas besoin d'approbation externe pour soutenir ton chemin. Chaque fois que tu choisis de te taire, au lieu de te justifier, tu affirmes ton indépendance. Troisièmement, remplace la justification par l'action. Les explications tentent de nettoyer avec des mots ce que seuls les faits peuvent démontrer. Si quelqu'un doute de toi, ne perds pas de temps à te défendre, concentre-toi sur l'action cohérente. Avec le temps, les résultats parlent plus fort que n'importe quel discours. La congruence est le langage le plus solide qui existe. Quatrièmement, examine tes propres exigences internes. Souvent, tu ne te justifies pas seulement devant les autres, mais aussi devant toi-même, en répétant encore et encore que tu n'as pas fait assez. Change cette voix interne critique par une évaluation réaliste. Ai-je fait ce qui était en mon pouvoir? Ai-je été fidèle à mes principes? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin de plus de défense. Cinquièmement, établis des limites fermes. Il y aura des personnes qui chercheront des réponses constantes à chacun de tes choix. Mais ton temps et ton énergie ne sont pas des monnaies d'échange. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de l'expliquer » ou « c'est ma décision ». Cela peut sembler brusque au début, mais c'est une déclaration de respect envers toi-même. Sixièmement, cultive la confiance en ton but. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta direction. La justification naît du doute et le doute se dissipe lorsque ton objectif est clair. Consacre du temps à définir ce que tu veux de ta vie et quelles sont les valeurs qui guident tes pas. Cette clarté te rendra ferme face aux critiques. Le stoïcien comprend que la valeur de ses actes ne réside pas dans les interprétations externes, mais dans la cohérence interne. Il ne perd pas d'énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Il vit selon ses principes et laisse l'écho de ses actions résonner plus fort que les mots. Cesser de te justifier ne signifie pas être indifférent. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur encore et encore. Ta vie n'est pas un jugement, c'est un chemin. L'attraction ne naît pas de la bonté excessive, elle naît du respect de soi. Si tu crois encore que d'être complaisant, docile et toujours disponible te rendra irrésistible, tu te trompes. Cette attitude n'éveille pas le désir, elle éveille l'ennui. Elle ne génère pas l'admiration, elle génère l'indifférence. La vérité est dure mais nécessaire. Ce qui attire vraiment n'est pas combien tu donnes, mais combien tu te valorises et combien tu es prêt à t'éloigner de ceux qui ne te respectent pas. Il ne s'agit pas de jouer au mauvais garçon. Il s'agit d'avoir le pouvoir de choisir, de ne pas trembler quand on te met à l'épreuve, de ne pas perdre ton essence par peur de perdre quelqu'un d'autre. C'est ce qu'une femme perçoit. Elle le sent dans ton regard, dans ta posture, dans la façon dont tu dis non sans t'excuser. C'est le véritable aimant, pas le besoin déguisé en bonté. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des formules faciles ou des phrases de séduction bon marché. Elle est pour ceux qui sont prêts à arrêter de ramper, à arrêter d'être prévisibles et à devenir des hommes qui savent partir avec dignité, qui comprennent que leur vie est plus précieuse que n'importe quelle approbation momentanée. Ici, tu découvriras 8 leçons claires et pratiques pour transformer la façon dont tu te relates. Nous ne parlons pas de théories vides, nous parlons d'attitudes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce que la véritable attraction ne se supplie pas, elle s'impose avec le respect de soi. Et celui qui le comprend arrête de poursuivre, parce qu'il apprend à être poursuivi. 1. Apprends à partir avec dignité. Le feu ne s'éteint pas en suppliant le vent de cesser de souffler. Il s'éteint lorsque tu t'éloignes de ce qui le consomme. C'est ainsi que fonctionne la dignité. Elle ne se négocie pas, elle se défend
avec des pas fermes qui savent quand se retirer. Partir avec dignité n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de respect de soi. Car rester là où tu n'es pas valorisé est le véritable échec. Et pourtant, beaucoup d'hommes s'accrochent, pensent que supporter les mépris est une preuve d'amour, que persister quand il n'y a plus rien est une preuve de caractère, alors qu'en réalité, ce n'est rien de plus que de la peur déguisée en bonté. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'attraction meurt lorsque tu montres de la dépendance, car le besoin étouffe le désir. Une femme n'est pas attirée par celui qui supplie, mais par celui qui sait dire stop sans trembler. Le moment où tu n'es pas valorisé est le moment exact où tu dois décider si ta présence est un cadeau ou si tu deviens un mendiant émotionnel. Rester à supplier n'inspire pas le respect. Partir, oui. Comment éviter de tomber dans le piège de rester là où tu n'es pas désiré? D'abord, apprends à écouter les signaux sans les justifier. Si quelqu'un t'ignore, te humilie à petite dose ou te donne le minimum en espérant que tu l'acceptes comme le maximum, ne le justifie pas par des phrases comme « elle doit être occupée » ou « je suis trop sensible ». C'est de l'auto-tromperie. La dignité commence lorsque tu cesses d'inventer des excuses pour la maltraitance déguisée en négligence. Deuxièmement, établis une limite claire avec toi-même, ne jamais mendier de l'attention. Si tu remarques que c'est toujours toi qui cherches, qui commence, qui soutient, arrête-toi. Ne le dis pas, ne l'explique pas, retire-toi simplement. Parce que le retrait en silence pèse plus que 1000 discours. Le message est simple, je ne reste pas là où je ne suis pas respecté. Troisièmement, travaille à avoir une vie qui ne dépend pas de cette relation. Quand ton monde est si petit que tout tourne autour d'une seule personne, la perdre semble être comme perdre tout. Mais quand tu as des projets, des passions, des objectifs et des amis, partir cesse d'être un vide et devient une transition. Si ta vie est pleine, tu ne sentiras jamais que partir est la fin. Tu le sentiras comme un réajustement naturel. Quatrièmement, comprends que partir avec dignité ne signifie pas le faire avec colère ni avec drame. Celui qui part en criant cherche de l'attention. Celui qui part en silence laisse une trace. Le respect de soi ne se crie pas, il se démontre par le calme de tes décisions. Ce n'est pas un coup de porte, c'est fermer la porte avec la certitude que tu n'y entreras plus jamais. Cette sérénité fait plus mal que n'importe quelle insulte, car elle montre que tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour libérer ta valeur. Enfin, rappelle-toi que ta dignité est ta carte de visite dans toute relation. Si tu la sacrifies, tu perds tout. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu apprends aux autres comment te traiter. Et chaque fois que tu te retires, lorsque tu n'es pas valorisé, tu renforces le message le plus puissant. Je n'ai pas besoin de supplier pour de l'espace, car je suis moi-même de l'espace. Partir avec dignité ne signifie pas perdre, cela signifie gagner du respect, même si cela fait mal au début. C'est le premier pas pour devenir quelqu'un qui n'est pas en poursuite, mais qui attire. Car la véritable attraction naît au moment où tu démontres que tu n'as pas peur de perdre quelqu'un quand il s'agit de ne pas te perdre toi-même. 2. Défends tes limites sans trembler. Un mur qui s'effondre au premier coup n'a jamais protégé quoi que ce soit. C'est ainsi pour les limites personnelles. Si tu trembles en les défendant, en réalité, elles n'existent pas. Et quand elles n'existent pas, ta valeur se dilue. Ta présence perd de sa force et ta dignité est à la merci des autres. Souvent, nous confondons l'amour avec le fait de tout supporter, de toujours céder, de garder nos mots pour ne pas déranger. Mais la vérité est que ce qui tue le plus l'attraction n'est pas de dire non, c'est de montrer que tu n'as pas le courage de le soutenir. La psychologie de l'attraction est claire. Un homme sans limite est un homme prévisible, manipulable, facile à modeler. Et ce qui est facile à modeler cesse d'être attrayant, car cela transmet l'insécurité et la dépendance. Il ne s'agit pas de crier ou de t'imposer avec violence. Il s'agit d'avoir assez de fermeté pour que tes décisions ne vacillent pas lorsque quelqu'un les met à l'épreuve. Défendre tes limites commence par quelque chose de basique, les reconnaître. Beaucoup d'hommes ne savent même pas ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas dans une relation.
Ils se justifient en disant « je ne veux pas de problème », mais en réalité, le plus gros problème est de ne pas avoir de clarté. Si tu ne définis pas ce que tu tolères, tout sera acceptable et tu finiras par perdre ton propre respect. Fais une liste interne, mentale ou écrite, de ce qui est non négociable pour toi. Et une fois que tu l'as défini, ne le sacrifie pas par peur de perdre quelqu'un. Autre conseil clé, n'explique jamais trop tes limites. La justification constante transmet l'insécurité. Si tu dis « je n'accepte pas les insultes », ne le déguise pas avec 20 raisons. Dis-le fermement et maintiens ta position. L'explication faible ouvre la porte à la manipulation. La vraie limite ne se supplie pas, elle se communique calmement et se soutient avec cohérence. Tu dois aussi apprendre à détecter le moment de l'épreuve. Il arrive toujours. Cela peut être une moquerie déguisée en blague, une tentative de dépasser ce que tu as déjà clairement établi ou un geste de mépris. À cet instant, ta réaction marquera le chemin. Si tu cèdes, tu as perdu de l'autorité. Si tu maintiens la limite, tu as gagné du respect. C'est le point exact où l'attraction se définit. Non pas dans les belles paroles, mais dans ta capacité à soutenir ce que tu dis. Un autre aspect fondamental est de rester calme lorsque quelqu'un défie tes limites. Perdre le contrôle te fait paraître insécurisé, alors que rester ferme avec sérénité transmet une véritable force. Le respect naît de la cohérence, non du bruit. Celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire respecter a un pouvoir qui ne se discute pas, car il est ancré dans la sécurité intérieure. Et n'oublie jamais que les limites ne sont pas des barrières pour t'éloigner du monde, ce sont des filtres pour protéger ton essence. L'homme qui ne filtre pas ce qui entre dans sa vie finit entouré de ce qui le détruit. L'homme qui défend son espace sans trembler attire précisément parce qu'il montre que sa valeur n'est pas en discussion. C'est ce qui éveille le désir, la certitude qu'avec toi on ne joue pas, que ta présence n'est pas un terrain facile à envahir. Défendre tes limites, c'est en réalité défendre ton avenir. Chaque fois que tu dis non à ce qui te dégrade, tu dis oui à ta dignité. Et chaque fois que tu soutiens ce non sans trembler, tu envoies un message silencieux mais puissant. Avec moi, il ne s'agit pas de tenter sa chance, il s'agit de me respecter ou de me perdre. C'est la véritable base de l'attraction, car personne ne désire ce qui se donne sans résistance, mais tout le monde admire ce qui reste ferme, même sous pression. 3. Crée une vie qui parle pour toi. La statue ne convainc personne avec des mots, sa seule présence impose le respect. Ta vie doit être ainsi, un message silencieux qui transmet plus que n'importe quel discours. Parce que l'attraction réelle ne vient pas de ce que tu dis être, mais de ce qui se voit quand tu ne dis rien. Beaucoup d'hommes tombent dans l'erreur de vouloir impressionner avec des promesses, des phrases répétées ou des démonstrations forcées, alors qu'en réalité, ce qui est le plus attrayant est une vie solide, cohérente et pleine de sens. La véritable force n'est pas dans l'embellissement de ton discours, elle est dans la preuve de tes actions. Si ta vie est un vide, cela se voit. Peu importe combien tu souris, combien tu essaies de plaire ou combien tu sembles confiant. Si derrière cette façade il n'y a pas de projet, pas de discipline, pas de chemin propre, alors ce que tu transmets est le besoin. Et le besoin repousse, parce qu'il crie la dépendance. En revanche, une vie construite avec effort, avec des objectifs clairs et une croissance constante, projette un magnétisme naturel. Tu n'as pas besoin de parler de toi. Ta vie le fait à ta place. Comment commencer à construire cette vie qui parle pour toi? D'abord, investis en toi-même. Prends soin de ton corps, car c'est le premier signe de respect de soi. La discipline dans l'exercice, dans l'alimentation et dans le repos se voit. Il ne s'agit pas d'esthétique superficielle, il s'agit de montrer que tu as le contrôle et l'auto-soin. Cette maîtrise personnelle se perçoit et génère de l'attraction parce qu'elle envoie un message inconscient. Si tu sais te gouverner, tu sauras aussi gouverner ton environnement. Deuxièmement, cultive ton esprit. L'ignorance est du bruit. La sagesse est un pouvoir silencieux. Lire, apprendre, développer de nouvelles compétences te rend quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a plus à offrir que simplement de la compagnie.
Une conversation avec un homme qui lit et réfléchit ne se sent jamais vide, parce qu'elle transmet de la profondeur. Et cette profondeur est rare. C'est pourquoi elle devient si attrayante. Troisièmement, développe l'indépendance économique. Non pas parce que l'argent est tout, mais parce que son absence te rend esclave. Un homme qui dépend des autres pour survivre projette toujours de l'insécurité. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire, il suffit de montrer que tu peux te soutenir et choisir en toute liberté. Cette liberté est un aimant, car elle transmet le contrôle et la capacité. Quatrièmement, entoure-toi d'un réseau de relations authentiques. Je ne parle pas d'avoir beaucoup d'amis, je parle d'en avoir peu mais loyaux. Les personnes qui t'entourent sont un reflet de toi, et si tu marches parmi la médiocrité, c'est ce que tu projettes. En revanche, si tu t'entoures de ceux qui te défient, te soutiennent et exigent que tu grandisses, ta vie s'élève, et avec elle ta présence. Cinquièmement, consacre du temps à un but plus grand que toi-même. Cela peut être un projet, un métier, un art, quelque chose qui donne un sens à tes jours au-delà de la recherche d'affection. Lorsque tu as une mission, chaque action que tu entreprends transmet une direction, et c'est irrésistible, car la direction est l'antidote contre la médiocrité. L'attraction ne vient pas de l'homme qui erre sans but, elle vient de celui qui avance avec des pas fermes vers un horizon clair. Construire une vie qui parle pour toi nécessite une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas d'attendre des résultats immédiats, mais d'accumuler des preuves jusqu'à ce que tu n'aies plus à expliquer qui tu es. La femme le sentira, les gens le remarqueront, et tu le sauras sans avoir besoin de le montrer. Parce que la véritable autorité ne se déclare pas, elle se démontre. Quand ta vie parle pour toi, tu arrêtes de poursuivre. Tu n'as plus besoin de convaincre, car ta seule présence est un argument suffisant. Et alors tu comprends l'essence de l'attraction. Ce n'est pas la voix qui séduit, c'est la vie qui soutient cette voix. 4. Reste ferme quand on te met à l'épreuve. L'acier ne démontre pas sa valeur dans le calme, il la révèle sous le feu. De la même manière, ton caractère ne se mesure pas quand tout est facile, mais dans ces moments où quelqu'un essaie de te plier pour voir si tu as de la force ou si tu n'es qu'une apparence. Chaque relation a un moment inévitable où tu seras mis à l'épreuve. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une partie de la dynamique humaine. Les gens veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller avec toi, si ta parole a un poids réel ou si elle se brise à la première tentative de pression. Ce moment d'épreuve peut sembler petit. Une blague qui frôle le mépris, un commentaire pour voir ta réaction, une limite franchie comme si de rien n'était. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Car c'est là que se définit si tu es un homme respectable ou quelqu'un qui se plie à la peur de déranger. Si tu cèdes, tu envoies un message clair. Tes paroles ne valent rien. Mais si tu restes ferme, même si c'est inconfortable, tu transmets une assurance qui génère un respect immédiat. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'épreuve n'est pas toujours consciente. Souvent, ce n'est pas que quelqu'un prévoit de te mettre dos au mur, mais c'est un instinct naturel. Au fond, il cherche à savoir si tu es authentique ou si ta confiance n'est qu'une façade. Et à ce moment-là, ta réaction en dit plus sur toi que toute déclaration précédente. Pour rester ferme, tu dois commencer par reconnaître tes propres valeurs. Si tu ne les as pas claires, n'importe quelle épreuve te trouvera désarmé. Demande-toi quelles sont les choses que tu ne négocierais jamais. Cela peut être le respect, l'honnêteté, ton temps, ton énergie. Écris-les, grave ces lignes comme un code personnel. Et quand quelqu'un essaie de les franchir, rappelle-toi que céder revient à te trahir toi-même. Un autre conseil essentiel est d'apprendre à rester calme. Celui qui explose lors de l'épreuve perd du terrain, car il montre que son contrôle dépend de la provocation. Mais celui qui maintient sa limite avec sérénité projette une maîtrise interne impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de crier ni d'imposer. Tu as besoin de faire comprendre avec une fermeté tranquille que tes normes ne sont pas négociables. Tu dois aussi éviter de tomber dans le piège de te justifier trop. Une épreuve se surmonte avec des faits, pas avec de longues explications. Si quelqu'un te pousse à céder et que tu te justifies sans fin, le message que tu transmets est l'insécurité.
En revanche, une réponse brève, claire et soutenue montre que tu ne doutes pas de toi-même. La confiance se reconnaît dans les silences autant que dans les paroles. Un autre aspect clé est d'accepter qu'il y aura de l'inconfort. Rester ferme n'est pas toujours confortable, car cela signifie affronter la possibilité de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais voici le secret. Ce que tu perds vraiment quand tu cèdes n'est pas la personne, c'est ton propre respect. Et sans respect de soi, il n'y a pas d'attraction possible. L'inconfort est le prix de la fermeté, mais le résultat est inestimable. Enfin, comprends que surmonter les épreuves ne signifie pas être inflexible ou insensible. Cela signifie démontrer que tu as un centre solide, un noyau que personne ne peut arracher. C'est cela qui attire vraiment, car l'attraction ne vient pas d'un homme qui se plie facilement, mais de celui qui résiste, qui reste debout même quand on essaie de le renverser. Rester ferme quand on te met à l'épreuve, c'est démontrer par des faits que ta valeur n'est pas en discussion. Et cette attitude ne suscite pas seulement le respect, elle suscite une attraction authentique, car la force silencieuse de quelqu'un qui ne se trahit pas est un aimant impossible à ignorer. 5. Lâche ce qui ne s'additionne pas sans regarder en arrière. Le sac à dos que tu portes ne te pèse pas à cause de ce qu'il contient, mais à cause de ce que tu insistes à ne pas lâcher. C'est ainsi dans la vie et dans les relations. Le fardeau le plus lourd n'est pas les échecs, mais l'entêtement à s'accrocher à ce qui n'a plus de sens. L'homme qui ne sait pas lâcher finit esclave de l'inutile, lié à des souvenirs, des personnes ou des situations qui drainent son énergie et le font marcher de plus en plus lentement. L'attraction et le respect meurent quand on te voit incapable de te libérer de ce qui ne te sert pas. Parce que si tu ne sais pas laisser derrière toi, tu montres que tu ne fais pas confiance à ta propre valeur pour créer quelque chose de mieux. La psychologie de l'attraction révèle un point clé. Ce qui attire n'est pas l'accumulation, c'est la capacité de choisir. Une femme n'est pas fascinée par un homme qui collectionne les charges émotionnelles et les relations toxiques, mais par celui qui sait couper sans peur quand quelque chose n'apporte plus. Cette capacité de lâcher n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Elle transmet un message percutant. Je ne dépends de rien qui ne soit pas aligné avec ma croissance. Comment apprendre à lâcher sans regarder en arrière? D'abord, arrête d'idéaliser ce que tu as perdu. L'esprit a tendance à s'accrocher à des souvenirs déformés, dorant ce qui était en réalité du cuivre. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose qui n'a pas fonctionné, répète-toi la vérité complète. Tu ne l'as pas lâché par caprice, tu l'as lâché parce qu'il ne s'additionnait pas, parce qu'il te prenait la paix, l'énergie et la dignité. Se souvenir de la blessure avec honnêteté est le remède pour ne pas la rouvrir. Deuxièmement, travaille le détachement émotionnel au quotidien. Commence par des choses simples. Nettoie ton environnement, débarrasse-toi des objets que tu n'utilises plus, coupe les habitudes que tu sais qui te nuisent. Cet exercice quotidien entraîne ton esprit à se débarrasser de ce qui n'a pas de valeur. Et quand viendra le moment de lâcher quelque chose de plus grand, comme une relation qui ne fonctionne pas, tu auras la discipline émotionnelle suffisante pour le faire sans t'effondrer. Troisièmement, comprends que lâcher n'est pas perdre, c'est ouvrir de l'espace. Tant que tu t'accroches à ce qui ne s'additionne pas, tu fermes la porte à ce qui peut arriver. L'attachement te trompe en te faisant croire que sans cela, tu ne seras rien. Alors qu'en réalité, ce cela est ce qui t'empêche d'être plus. L'homme qui comprend cela ne reste jamais coincé dans des cercles vicieux, car il reconnaît que chaque fin est un début déguisé. Quatrièmement, évite l'erreur de lâcher avec ressentiment. T'éloigner avec haine, c'est toujours être lié, car ton énergie reste dans ce que tu dis avoir laissé. Lâcher avec dignité signifie ne pas regarder en arrière, ne pas chercher de vengeance ni d'explication, simplement décider que ton chemin est plus important. Cette sérénité transmet une force qui se perçoit, car elle montre que tu n'as pas besoin de drame pour avancer. Cinquièmement, entoure-toi d'environnements qui renforcent ta décision de lâcher. Si tu t'entoures de personnes qui normalisent le toxique, il te sera difficile de te détacher. Mais si tu construis un cercle qui valorise le respect de soi et la croissance,
Lâcher devient un acte naturel, car personne ne veut porter de pierre quand il voit les autres marcher léger. Au final, lâcher ce qui ne s'additionne pas est une déclaration de pouvoir. C'est dire au monde « Mon temps est précieux, mon énergie est limitée, et je ne vais pas la gaspiller sur ce qui ne me propulse pas. » Cette mentalité transforme ta vie en un terrain fertile, où l'attraction fleurit, car celui qui observe un homme qui sait fermer des chapitres comprend qu'il est face à quelqu'un de libre, quelqu'un de fort, quelqu'un d'impossible à attraper avec des chaînes faibles. Lâcher sans regarder en arrière n'est pas une option, c'est un devoir envers toi-même. 6. Dis ta vérité, même si elle dérange. La pierre dans la chaussure ne devient pas plus petite parce qu'on l'ignore, elle ne fait que blesser davantage à chaque pas. Ainsi fonctionne la vérité que tu tais. Elle ne disparaît pas, elle s'enfonce plus profondément jusqu'à finir par détruire ta dignité. Beaucoup d'hommes croient que taire ce qu'ils ressentent les rend plus aimables, que toujours complaire et éviter de déranger est une manière de préserver la paix. Mais cette paix est fausse, c'est le silence de celui qui a enterré sa voix. Et rien ne tue davantage l'attraction que la prévisibilité de l'homme qui ne dit jamais ce qu'il pense. La psychologie de l'attraction enseigne que ce qui est magnétique n'est ni l'agressivité ni la brutalité, mais l'authenticité. Un homme qui ose dire ce qu'il croit, sans le déguiser ni l'adoucir pour plaire, projette de la sécurité. Sa parole transmet de la conviction. Elle ne plaît pas toujours, mais elle marque toujours. La véritable attraction ne naît pas de l'envie de plaire, mais de la démonstration que tu n'as pas besoin d'approbation pour être toi-même. Comment apprendre à dire ta vérité, même si elle dérange? D'abord, comprends que l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un signe d'honnêteté. Si tout ce que tu dis s'accorde parfaitement avec ce que les autres veulent entendre, il est probable que tu caches ton essence. Ose déranger avec respect. Dire ta vérité, ce n'est pas blesser, c'est te montrer dans ton intégralité. Ensuite, pratique la cohérence entre pensée et parole. Bien souvent, ce qui détruit la confiance n'est pas ce que tu tais, mais les contradictions que ton silence engendre. Si tu penses une chose et en fais une autre, le message que tu transmets est celui de l'insécurité. En revanche, lorsque ce que tu penses, dis et fais est aligné, tu projettes de la force. Cette cohérence se perçoit et inspire le respect. Troisièmement, apprends à exprimer ta vérité sans avoir besoin de crier. Ne confonds pas fermeté et agressivité. Le ton calme mais décidé pèse bien plus que n'importe quelle explosion émotionnelle. L'homme qui parle avec sérénité au milieu de la tension détient un pouvoir qui n'a pas besoin de s'imposer, car il repose sur une sécurité intérieure. Quatrièmement, élimine l'habitude de t'excuser pour ta vérité. Chaque fois que tu dis ce que tu penses et que tu l'accompagnes d'un « désolé de le dire », tu affaiblis ton message. Ta vérité ne demande pas de permission, elle demande du courage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'authenticité. Si cela dérange, qu'il en soit ainsi. Celui qui te respecte saura apprécier ta clarté. Celui qui ne le peut pas n'est simplement pas prêt pour quelqu'un de ferme. Cinquièmement, entraîne-toi à dire ta vérité dans le quotidien. N'attends pas les grands conflits. Commence dans les conversations simples. Quand quelqu'un propose quelque chose que tu ne veux pas faire, quand tu entends un commentaire que tu trouves injuste, exprime-toi sans peur. Cet entraînement quotidien renforce ta capacité à soutenir ta voix lorsque cela compte vraiment. Tu dois aussi accepter qu'en disant ta vérité, tu peux perdre des personnes, mais tu gagneras quelque chose de bien plus précieux, le respect de toi-même. Et ce respect est la base de toute véritable attraction. Car personne n'admire celui qui se cache derrière un masque. L'admiration naît en voyant quelqu'un se montrer tel qu'il est, même lorsque cela dérange. Dire ta vérité, même si elle dérange, est une déclaration de force. Cela signifie que tu ne crains pas le rejet, que tu comprends que ta voix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. Cette attitude transforme la manière dont les autres te perçoivent. Car lorsque tu parles avec conviction, sans peur des conséquences, tu montres clairement que tu ne vis pas pour complaire, mais pour être authentique. La vérité peut déranger, oui, mais elle attire aussi. 7.
Donne ton énergie seulement là où elle est valorisée. La lumière d'une bougie ne cesse pas de briller parce que quelqu'un l'ignore, mais elle se consume plus rapidement lorsqu'elle éclaire des espaces qui ne le méritent pas. Il en va de même pour ton énergie. Peu importe combien tu en as, si tu la donnes au mauvais endroit, tu finiras par t'éteindre. L'attraction ne se crée pas chez l'homme qui s'épuise à poursuivre, mais chez celui qui gère son énergie intelligemment et ne la donne qu'à ceux qui savent l'apprécier. Parce que ce qui est donné sans mesure perd de la valeur, et ce qui est protégé avec discernement devient désirable. Beaucoup d'hommes font l'erreur de dépenser leur temps et leur attention sur des personnes qui leur rendent à peine des miettes. Ils répondent immédiatement, sont toujours disponibles, s'efforcent de plaire, mais la seule chose qu'ils transmettent est le désespoir. Cette attitude n'éveille pas l'intérêt, elle génère de l'ennui. La psychologie de l'attraction le confirme. Ce qui est abondant et toujours accessible perd de son attrait. Ce qui est sélectif et rare devient précieux. Pour donner ton énergie seulement là où elle est valorisée, la première chose à faire est d'apprendre à observer les réponses. Si chaque fois que tu offres ton temps, ton attention ou ton soutien, tu reçois de l'indifférence ou un effort minimal en retour, le signal est clair, tu n'es pas une priorité. Et si tu n'es pas une priorité, il n'y a pas de sens à dépenser ce qui devrait être réservé à ceux qui le valorisent. Cesser d'investir de l'énergie dans ce qui n'apporte rien n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Deuxièmement, établis une norme de réciprocité. Cela ne signifie pas exiger constamment, cela signifie reconnaître s'il y a un équilibre. Une relation saine, qu'elle soit romantique ou sociale, n'est pas une compétition pour voir qui donne le plus, c'est un échange naturel où les deux parties s'ajoutent mutuellement. Si tu remarques que tu es le seul à soutenir, à toujours pousser, à toujours être là alors que l'autre à peine bouge, comprends que tu brûles ton énergie dans un puits sans fond. Troisièmement, investis cette énergie dans ta propre croissance. La chose la plus attrayante que tu puisses faire n'est pas de poursuivre, c'est de construire. Consacrer des heures à ton corps, à ton esprit, à tes projets personnels, transmet un message silencieux de puissance. Ta vie est trop précieuse pour être diluée dans ce qui n'apporte rien. Ce magnétisme est perçu immédiatement, car quelqu'un qui investit en lui-même montre qu'il comprend sa valeur. Quatrièmement, apprends à retirer ton énergie sans donner d'explication. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu arrêtes d'insister, tu n'as pas à justifier pourquoi tu n'es plus disponible. Réduis simplement ton investissement là où il n'y a pas de retour. Cette absence est plus remarquée que tout discours. L'indifférence contrôlée a plus de force que l'attention mendigante, car elle envoie un message fort. Je ne m'épuise pas là où je ne suis pas valorisé. Cinquièmement, rappelle-toi que l'énergie n'est pas infinie. Chaque minute que tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas est une minute que tu perds à construire la vie que tu veux. L'homme qui comprend cela ne reste pas coincé dans des dynamiques vides, car il sait que son temps et son attention sont des trésors. Et les trésors ne sont pas distribués à tout le monde, ils sont réservés à ceux qui les apprécient. L'attraction émane de l'homme qui sait choisir où mettre son énergie. Celui qui la donne à tous finit par devenir invisible. Celui qui la protège et la donne avec discernement devient inoubliable. Parce que ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui est perçu comme précieux, génère du désir. Donne ton énergie seulement là où elle est valorisée et tu découvriras que tu n'as pas besoin de poursuivre personne. Ce seront les autres qui chercheront ta lumière parce qu'ils comprennent qu'elle n'est pas disponible pour tous. 8. Fais de l'estime de soi ton arme la plus puissante. Le bouclier le plus puissant n'est ni en acier ni en pierre, c'est celui de celui qui ne négocie pas avec lui-même. C'est ainsi que fonctionne l'estime de soi, une barrière invisible qui te protège de la manipulation, du mépris et de la dépendance émotionnelle.